Mesdames et messieurs, bienvenue sur le canapé rouge de Gabon Media Time, l'espace où l'actualité nationale se confronte à l'expertise, à l'expérience et à la responsabilité publique. Depuis la fin de la transition, le Gabon est engagé dans une phase décisive. Restructuration des conventions extractives, recherche des ressources domestiques, exigence accrue de transparence et ambition affichée d'un développement durable, équitable et inclusif. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement de produire de la richesse, mais de savoir comment cette richesse est mobilisée, contrôlée et redistribuée au bénéfice des populations. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Nikaes Moulombi, deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental de la transition, acteur de la société civile reconnue et fin connaisseur des mécanismes de mobilisation des ressources et de la gouvernance environnementale. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme il est de coutume sur le canapé rouge de Gabon Media Time, la première question que je vais vous poser est celle de savoir comment vous vous portez, avec le recul de l'expérience, le regard sur la trajectoire économique environnementale du Gabon à l'aube du septennat du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Déjà, je voudrais vous remercier et féliciter le travail que Gabon Media Time abat au niveau national et même international, quand nous savons que nous n'avons pas suffisamment de financement en matière de médias privés. Je tiens déjà à saluer et vous dire que depuis l'arrivée du général Brice Clotaire Oligui Nguema, personnellement je me sens bien. Je me sens bien et je me suis toujours senti bien dans la tête parce que je compte d'abord sur moi-même et sur tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure depuis 2002, notamment lors de la création de l'ONG Croissance Saine Environnement. Sur le plan économique, je pense que les autorités de notre pays prennent un pays en difficulté, où la responsabilité est commune et partagée, parce que, comme vous le savez, il y avait un pouvoir, il y avait la responsabilité de ceux qui étaient en responsabilité donc, du pouvoir, et il y avait la population, les ONG, les syndicats, chacun devait jouer son rôle. Aujourd'hui, nous pensons que les choses peuvent aller mieux si tant qu'il y a la concertation et que les actions qui sont menées, puisque vous l'avez si bien dit, et j'ai vu que dans votre mot introductif, dans votre fil conducteur, à la fois vous posez la problématique des ressources naturelles, celle de la mobilisation de ressources, mais celle de la transparence. Et un outil essentiel de la transparence aujourd'hui au Gabon qui peut à la fois renforcer la volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema, dont j'ai prêté quelques mots la semaine dernière lors de votre pavé, notamment Verbatim. Et à la suite de ça, je suis venu appuyer en disant oui, c'est très bien, mais il faut aller plus loin et il faut mettre un accent sur l'initiative pour la transparence des ressources extractives ITI, qui aujourd'hui peut permettre le président Brice Clotaire Oligui Nguema partout dans le monde de montrer ce que produit le pétrole, ce que produisent les mines, ce que produit l'environnement et tout autre secteur extractif, y compris le bois. Mais aussi, par derrière, montrer comment on réussit à tirer profit et à améliorer la question lancinante de la pauvreté et la question lancinante d'emploi. Et ça, par le mécanisme de ITI et qui va désagréger toutes les informations à la fois transmises par les entreprises, combien elles ont obtenu, mais aussi retracées par la partie gabonaise, combien elle a reçu, on peut avoir donc le gap. Alors Président, nous aborderons effectivement tous ces éléments par la suite. Une question d'abord assez simple. Vous, en tant qu'acteur de la société civile spécialisée dans
la question environnementale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Gabonais ont cette conscience-là de la protection, par exemple, de l'environnement? Donc, il faudrait dire que le Gabon a excellé, il fut un temps, dans la communication environnementale. Et il y a eu un grand gap entre ce qui se faisait et la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas eu un bon qualitatif. Donc, il faut continuer à sensibiliser, à entrer dans l'ensemble des couches sociales, y compris au niveau rural, communal. Il ne faudrait pas que la question environnementale soit la question des capitales politiques de nos provinces. Et c'est ça, malheureusement. Et il faudrait que ça soit ancré. Et c'est pour ça que nous avions, il y a un temps, lancé un programme de sensibilisation dans l'ensemble des établissements du territoire. Certes, ça coûte excessivement cher quand vous n'avez pas des appuis institutionnels. Hein, ça coûte cher, mais nous avons pu faire notre part. Je crois que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu la volonté, a boosté au travers de ses engagements, ses voyages au Kenya, où il m'a fait l'honneur de m'inviter, ses voyages à Dubaï pour la COP où nous avons pu nous voir, ses voyages à Brazzaville où nous avons pu nous voir, il a dressé le cap. La difficulté, c'est que quand un chef dresse le cap, il faudrait que les collaborateurs autour essayent de faire dans l'inclusion. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que l'inclusion que développe le chef de l'État dans tous les secteurs, notamment celui de l'environnement, malheureusement, il se trouve que les ONG comme les nôtres, parce que si je suis au Conseil économique et social de la transition qui s'achève dans quelques jours, c'est parce que je suis d'abord leader associatif. Il se trouve qu'il y a un gros gap entre ceux qui sont en responsabilité sur ces questions et la prise en compte des ONG. Alors, récemment encore, le président de la République a appelé les opérateurs économiques à accompagner sa vision du développement durable. Selon vous, en quoi ce partenariat État et secteur public peut-il rompre avec les pratiques du passé et devenir réellement équilibré? Écoutez, nous pensons que le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'invente pas la roue. Ce n'est que reconnaissance légitime que de dire si hier les gens ont eu des passe-droits, il faut que ces passe-droits s'arrêtent. Et ces passe-droits doivent s'arrêter parce qu'il y a la pression sociale. Certains Gabonais mangent en mi-temps. Il n'est pas normal que certains Gabonais mangent en mi-temps quand vous voyez les ressources que nous avons. Mais à qui profitent ces ressources? Quand un chef d'État signe un contrat de réhabilitation de la voie ferrée, donc pour parler donc du Transgabonais, et dit que les recettes doivent arriver à la caisse du Trésor public, ça pose véritablement un problème. Alors, quid de toutes les recettes qui ont précédé des années durant? Donc, ne nous surprenons pas. Peut-être que nous allons encore entrer dans un autre cycle de procès. Mais ça, les Gabonais ne voient pas. Et ça, les Gabonais n'applaudissent pas. Il faut être un Brice Clotaire Oligui Nguema pour venir couper tout cela. Et vous comprenez pourquoi, souvent, à tort ou à raison, de l'autre côté, le Gabon est malmené, son chef est pris en branle par à la fois certains médias ou certains compatriotes qui n'ont pas la connaissance. Mais ça, c'est une victoire importante. Donc, il y a cette question, mais il y a la question aussi de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, quand il le dit gagnant-gagnant, mais on n'est pas là que de reprendre les marges. Et vous avez vu un autre acte fort qui est passé sous silence et dont les Gabonais n'en parlent pas. C'est le cas de CIMAF Gabon. Il a fallu que Brice Clotaire Oligui Nguema arrive
pour que le Gabon exige ses parts. On parle d'ailleurs de seulement 5% à l'heure actuelle. Voilà. Donc, 5% à l'heure actuelle, mais avant, c'était combien? Donc, il vaut mieux peut-être commencer par 5%, qui ne sont peut-être pas négociables, mais qui permet aussi aux autorités en responsabilité d'ouvrir d'autres partenariats. Et je voudrais saluer, parce que j'ai lu dans la presse, l'arrivée du géant cimentier égyptien aussi. Donc ça voudrait dire qu'il y a des bons jours demain en matière de développement. Mais tout ceci prend un temps. Certes, les Gabonais sont pressés, c'est légitime, mais tout ceci, ça prend un temps. Entre le temps de concevoir un projet, de le soumettre, d'obtenir, donc ça prend un temps, et la transition, ça a été 2 ans. En réalité, la Ve République démarrera avec les grands chantiers dès que le nouveau gouvernement devrait être mis en place, et qu'on peut considérer qu'il y a eu des études pendant ces 2 ans pour obtenir de la mobilisation de ressources. Alors, vous avez publiquement soutenu la restructuration des contrats et licences des secteurs extractifs. Pourquoi cette restructuration est-elle aujourd'hui incontournable et quel risque le Gabon encourrait si elle n'est pas menée à terme? Écoutez, la restructuration des contrats est une question primordiale et non négociable pour ma part. Parce qu'il s'est trouvé que des potentats, pour ne pas citer certains contemporains, ont bénéficié des avantages au détriment de l'État. Je vous ai cité 2 cas. Nous avons eu le cas du Transgabonais, où le président dit que les paiements se font directement. Nous avons eu le cas des Delta Synergie, où l'État a pu récupérer un certain nombre d'actifs, ça profitait à certaines familles. C'est pour ça que la transparence que promeut le président Brice-Clotaire Oligui Nguema ne sera davantage effective que si nous la cadrons dans une organisation qui fait donc la reddition des comptes au niveau national et international. Et le meilleur cadre normatif, c'est l'initiative pour la transparence des ressources extractives. Et donc, je voudrais saluer le courage du président Brice-Clotaire Oligui Nguema qui a permis au Gabon de repartir dans cette initiative, mais qui a surtout permis au Gabon de valider son premier rapport, alors que nous étions sortis 14 ans après. Donc, je pense qu'il y a cette nécessité. L'autre grosse difficulté aussi, c'est qu'il y a encore certains collaborateurs et certains hauts fonctionnaires proches de certaines entreprises et qui essayent de freiner le demain pour que le président de la République ne s'approprie pas totalement de cette initiative qui le permettra d'avoir une vision holistique claire sur ce que les entreprises produisent, ce qu'elles dépensent pour la RSE, ce qu'elles payent en termes de taxes, d'impôts, mais surtout ce que le Gabon, in fine, encaisse au niveau du Trésor et voir là où il y a le gap. Et donc c'est un outil essentiel et c'est pour ça que j'ai été heureux de participer au séminaire international organisé par le secrétariat permanent pour l'initiative de la transparence des ressources extractives, mais aussi faire une présentation sur les systèmes de mobilisation de ressources internes. Donc, et cette question de ITIE, si elle est prise en compte, vous ne vous imaginez pas, elle va même régler le déficit environnemental que nous avons. Pourquoi? Parce que dans les critères de ITI et dans la norme, il y a une exigence des rapports qui doivent être dressés sur l'impact environnemental et son impact auprès des populations et auprès des ressources naturelles. Alors, pour rester sur la question de la transparence, dans l'évaluation et la renégociation
et le suivi de contrats extractifs, est-ce qu'elle constitue une exigence démocratique autant qu'économique aujourd'hui? Les deux. D'abord démocratique parce que le président du secrétaire Oligui Nguema n'a rien à cacher. Je ne voudrais pas être son avocat, mais en tant que deuxième vice-président de la transition, je me permettrai de le dire. Et j'espère que le futur Conseil économique, social, environnemental, et qui sera culturel, mettra au centre de sa gouvernance l'évaluation des politiques publiques. Il faudrait que le futur Conseil économique soit capable, avec un pouvoir présidentiel, comme c'est le cas aujourd'hui, d'avoir des mallettes permanentes entre le président de la République, qui est aussi Premier ministre, et le futur Conseil, pour booster le travail gouvernemental dans le cadre des avis. Et il est donc important que cela se fasse. Sur le plan économique, ça permet, nous avons besoin de reparamétrer aussi notre économie. Et nous avons besoin de nous assurer. Il prend un pouvoir, il ne sait pas qu'est-ce qui a été signé, il ne sait pas est-ce que le Gabon a été gagnant, est-ce que les gens n'ont pas tiré profit pour revoir cela. Et je pense que le président du secrétaire Oligui Nguema, pour avoir suivi un homme d'affaires d'Afrique de l'Ouest, un brillant avocat, Gouyabi, qui demandait à l'ancien président Macky Sall l'autorisation pour renégocier un contrat qui avait été négocié par un ministre qui passe de 80 millions à 1 milliard 500 millions. Voyez-vous? Donc, le président Oligui se met dans la posture de Premier ministre quand il pose ce type de préalable. Et c'est ça l'avantage du régime présidentiel. Parce que vous êtes votre propre soupape. Vous êtes votre propre parachute. Donc c'est où ça passe, où ça casse. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière un Premier ministre ou derrière un ministre. Et donc, les Gabonais doivent soutenir cette idée, mais en contrepartie, l'autorité détentrice du pouvoir doit rendre transparente tous ses bénéfices et montrer comment elle contribue au développement. L'école, les hôpitaux, les routes, l'amélioration du cadre de vie, ainsi de suite. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative au moment où le Gabon est en train de boucler son deuxième rapport à ITI. Alors, monsieur le vice-président, le Gabon aujourd'hui ambitionne de se repositionner dans les standards internationaux de transparence. Quel regard portez-vous sur l'application des exigences ITIE, notamment celles liées à l'impact environnemental et aux émissions de gaz à effet de serre? Alors, deux choses. Vous avez par exemple des pays comme Trinidad, Tobago. Je parle sous le regard des anciens ministres du pétrole du Gabon ou des anciens industriels. Mais Trinidad, Tobago aujourd'hui qui devient une référence en matière gazière, est venu où? Est venu prendre cette expertise où? Au Gabon. Chez qui? Chez Shell. Avec des hauts cadres de l'époque, comme les David Nguembit. Pour ne citer que cela. Donc, si aujourd'hui ils ont réussi à faire un pan qualitatif, ça voudrait dire que nous pouvons le faire. Mais nous avons eu 14 ans pratiquement de gâchis. Sauf que nous oublions qu'il y a eu 14 ans de gâchis, mais avant ces 14 ans de gâchis, nous avons quand même souffert de près de 6 ans de faiblesse sanitaire du président Omar Bongo. En réalité, la gouvernance n'était plus assez forte. C'est ajouté les 14 ans, donc ça a été un désastre. Et c'est pour ça qu'il est important que ce que nous sollicitons respectueusement du chef de l'État, en tant qu'acteur de la société civile, c'est qu'il organise ce conseil présidentiel sur le climat,
sur les ressources naturelles et les ressources extractives. Qu'il puisse avoir un autre son que ceux de ses conseillers, fut-il des brillants, j'imagine. Mais il a besoin d'avoir un autre son. Et le président, et je voudrais remercier, a mis la société civile à un niveau élevé, au niveau constitutionnel. Au Gabon, on ne parle plus de multipartisme, on parle de participation démocratique. C'est-à-dire que la société civile a toute sa place. C'est pour ça que les prochains gouvernements devraient régler, devaient mettre en place cette régulation pour avoir la frontière à ne pas franchir. Autant ça a été réglé au niveau des partis politiques, par le biais de la représentativité aux élections, autant la société civile, ça reste encore flou. Ce qui fait que beaucoup vont s'exercer en politique et quand ils sont battus, essayent de revenir dans la société civile ou essayent même de revenir au Conseil économique et social. Aujourd'hui, avec cette constitution, chacun peut trouver son compte. Mais il faudrait que, si vous permettez, que le prochain gouvernement et que le Premier ministre, qui est donc le président de la République, dans la lettre de cadrage qu'il aura envoyée à chacun de ses ministres, disent clairement qu'ils doivent montrer la causalité, le lien de collaboration entre les acteurs sectoriels de la société civile en lien avec leur département ministériel. Parce qu'en réalité, elle est là aussi pour faire de l'éveil. Elle n'est pas là que pour dénoncer. Même si certains se sont illustrés que dans la contestation négative. Mais moi, je suis pour la contestation productive. Donc, il faut qu'elle produise. Ce n'est pas de la contestation pour la contestation. Et je crois que cette initiative devrait donc nous amener à améliorer. La révision de ces contrats devrait permettre d'augmenter les recettes de l'État, voilà, mais permettra aussi d'améliorer le cadre de vie, notamment au niveau de l'impact environnemental. Parce qu'elles sont là, certes, pour créer de la richesse, mais elles ne sont pas là pour rendre les populations malades. Et si les populations sont assez souvent malades et qu'il y a des cancers qui sont des pathologies non transmissibles, mais in fine qui paye, c'est le Gabon. Et nous mettons qui en danger? La CNAMGS, parce que les évacuations vont coûter cher, les produits vont coûter cher. Et donc, tous ces mécanismes concourent à améliorer le cycle de vie de chaque citoyen gabonais. Alors, nous allons parler d'un programme assez spécifique, c'est le PCIS, si je ne me trompe pas, le Programme national d'évaluation environnementale des sites industriels et des services environnementaux, qui a réussi à mobiliser plus de 960 millions de francs CFA auprès de la BAD. Que démontre cette expérience sur la capacité réelle des organisations de la société civile à lever et gérer des financements complexes? Alors, ceci démontre deux choses. Premièrement, la capacité des gouvernants à comprendre l'intérêt d'une collaboration entre la société civile et leur département ministériel. Et si vous me permettez, je voudrais rendre un hommage mérité à une personnalité gabonaise qui a été ministre de l'économie. C'est le ministre Régis Imongo, notre actuel ambassadeur à Bruxelles. Et je voudrais me féliciter du choix du chef de l'État parce que je pense qu'il est au bon endroit. Nous avons constaté l'ensemble des pollutions qu'il y avait dans le pays, auxquelles nous avons dénoncé, qu'elles soient pétrolières, minières, agricoles ou industrielles. À un moment donné, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que nous continuons à dénoncer ou nous pouvons aller plus loin? Et donc, il nous fallait avoir des éléments scientifiques. Moi, je suis de l'école du feu professeur Anaclé Bissiello. Et donc, j'ai eu son encadrement et nous avons rédigé un projet. Et pendant 1 an, 2 ans et demi à peu près,
nous avons recherché les fonds. Et quand nous avons identifié la possibilité d'avoir des financements en dons, mais avec l'accord de l'État, il fallait donc aller voir les ministres. 3 ministres se sont succédés. Et le 4e ministre qui arrive à l'environnement, au développement durable et l'économie, c'est le ministre Simongo. Donc, il prend le risque de marquer son accord, et la lettre va à la BAD, et la BAD vient nous évaluer, et nous travaillons. Et donc, nous avons évalué l'ensemble des sites miniers. Et j'ai eu l'honneur, au cours du voyage que m'avait offert M. le Président de la République, président de la transition à l'époque, à la conférence du PNUE, donc le programme des Nations Unies, au Kenya, j'ai pu lui transmettre tous ces résultats. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de cruauté des entreprises. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute des entreprises. C'est en complicité avec nos dirigeants précédents. Le cas de Mounana, où aujourd'hui, vous savez, les maladies non transmissibles, les cancers qu'il y a, les familles qui sont frappées par des cancers, des malformations congénitales. Voilà. Donc, ça, on devrait revoir tous ces contrats. Surtout que certaines entreprises ont gelé leurs contrats alors qu'ils ne sont même plus au Gabon. Et j'invite le chef de l'État à regarder toutes ces questions aussi. Hein? Sur le cas de l'uranium, nous avons eu dans le Goué maritime des zones polluées qui demandent à être réhabilitées et restaurées. Le cas de Shell, hein, où nous avons les résultats. Le cas des exploitations de Perenco, le cas des exploitations de Morel et Prom dans le moyen Ogooué. Hein. Et ça, ce n'est que cela. Bon, n'en parlons plus du risque écologique énorme que nous avons aujourd'hui et sanitaire sur la décharge de Mindoubé, qui devait purement et simplement être fermée de nos recommandations, puisque dans le monde entier, où il y a une gouvernance forte, les gens vivent à 3 km de la décharge. Au Gabon, les populations vivent à l'intérieur de la décharge. C'est inadmissible. Mais chaque année, on vous dit, la Banque européenne de développement est prêt à mettre X montant. Tel organisme est prêt à mettre X montant. Mais la décharge reste toujours là. Qu'est-ce qui explique ce décalage entre ce qui se dit en matière de financement et l'impact sur le terrain? La mauvaise volonté et la corruption. C'est tout. L'absence de volonté politique et la corruption. Vous savez qu'il a fallu que le président Clotaire Nguema arrive pour qu'au cours d'un procès, nous apprenions que les fonds obtenus pour des financements de l'État gabonais se soient retrouvés dans des comptes privés des hauts fonctionnaires. Peu importe l'origine des hauts fonctionnaires. C'est pour vous dire qu'il y a là une mauvaise volonté. Et donc ce travail de salubrité publique qu'il a commencé et qu'il a lancé doit être poursuivi. Certes, il y a peut-être des frustrations, parce que certains auraient bien voulu voir d'autres aussi, mais c'est itératif, c'est pas à pas, et les choses vont se faire. Alors, vous soulignez que les recommandations ici des études de faisabilité sont rarement mises en œuvre. Où se situe le blocage au niveau politique, administratif ou peut-être institutionnel? Alors, la mauvaise volonté, simplement, le manque de courage politique aussi. Mais c'est pour vous dire aussi que la question de la corruption affaiblit énormément la capacité ou les capacités de nos administrations à s'autonomiser et à se rendre responsables. Voilà. Donc, nous espérons simplement que la dynamique, et comme je ne cesserai de le dire, un militaire reste un militaire, même en portant une tenue civile. Donc, nous espérons simplement, à d'autres lieux, j'ai dit que peut-être qu'il va falloir avoir
une dictature éclairée pour faire changer le mental du Gabonais. Il faut peut-être une dictature éclairée. Mais le manque de volonté politique et le manque de reddition des comptes fait que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Donc il faudrait que ceux qui seront en responsabilité future aient la culture de rendre compte. Et par là, on peut évaluer, déceler si effectivement ce qui est prévu a été fait. Regardons, il y a eu pendant la transition, il y a eu des feuilles de route qui ont été données. Mais faites un micro-trottoir auprès de chaque Gabonais pour demander quels sont les résultats aujourd'hui de la mise en œuvre de ces feuilles de route. Qui communique sur ça? La transition s'achève là dans quelques jours. Nous passerons à la 5e République véritablement avec un nouveau gouvernement, un nouveau conseil économique, un parlement qui est mis en place, un Sénat qui est mis en place. Alors, quid de toutes les feuilles de route, que ce soit institutionnel, gouvernemental? On attend. Voilà des sujets sur lesquels vous devez même ouvrir des débats. Il faut que les anciens présidents d'institutions, ceux qui seront anciens ministres, puisque d'autres sont en attente encore, puisque certains ont même eu la capacité de camoufler les dossiers, de dire aux collaborateurs de camoufler les dossiers. Il a fallu que le président tape du poing sur la table. Bon, peut-être qu'autour de ces émissions, on pourra évaluer ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, nous mettons un focus sur la volonté de voir le chef de l'État prendre en main la question de l'initiative pour la transparence des ressources extractives qui permettra au Gabon d'améliorer même ses notations au niveau international. Parce que l'initiative ITI, en réalité, est le curseur qui permet même aux agences de notation de dire, puisque je dois noter le Gabon, et si je note le Gabon sur 100, quelles sont les variantes ou les variables qui permettent de donner au Gabon une meilleure note. Et peut-être que les rapports de l'initiative pour la transparence des ressources extractives sur 100 permettra déjà au Gabon d'avoir 40%. Et donc le reste de ce 60% tournera sur d'autres éléments en termes de gouvernance, en termes de dossiers traités, en termes de transparence judiciaire, etc. etc. Alors, nous souhaitions évoquer avec vous un cas spécifique, celui de l'Aremboué, qui illustre le lien entre plaidoyer, investissement privé et désenclavement. Comment concilier l'intervention du secteur privé avec le rôle régalien de l'État dans la planification du développement local? Alors, c'est une question pertinente, je vous en remercie. Et vous parlez de l'Aremboué. J'ai vraiment des larmes à l'intérieur des yeux parce que j'ai découvert l'Aremboué grâce à Madame Nadia qui vient de nous quitter, qui est morte, la mère de notre célèbre chanteuse, la fille de Mac Dios, du défunt Mac Dios, et qui était chef de quartier à Birougou à l'Aremboué. Et il y a eu le programme Graines qui avait identifié des terres, mais sur des terres qui n'avaient pas encore fait leur performance, alors que nous avions à l'Aremboué un bassin agricole énorme, sauf qu'il y avait la difficulté de la route. Et donc nous avons fait le plaidoyer auprès de l'âme, sans vouloir faire de la publicité, pour leur dire, mais vous êtes en train de vous tromper, vous devez y aller. Et là, ils nous ont demandé de mettre en place une cartographie, donc nous avons réalisé une cartographie participative avec les populations. Et j'avais pour chef de mission, et je m'en réjouis, l'actuel président de la SER, Mamboundou Asseslas, ainsi que le secrétaire permanent de l'initiative pour les ressources ITI. Et nous sommes allés à l'Aremboué avec l'ancien délégué spécial adjoint Mumbo Nzamba, Jean-René. Nous sommes allés à l'Aremboué et nous avons donc réalisé cette cartographie en démontrant donc les différentes cultures et le bassin. Et Olam,
en voyant ça, a donc fait déclencher le processus de route. Donc les engins sont rentrés, donc les engins de l'entreprise gabonaise qui nous fait honneur et qui est en train de réaliser celui qui sera peut-être le meilleur, j'allais dire, boulevard au carrefour du côté du lycée d'État, donc Mika Service. Et donc, une fois que la route a été faite, et là, ils ont donc ramené des pieds de bananier et ça a été planté. Et pendant un moment, les populations de Libreville ont été nourries grâce à ce bassin. Et donc, nous avons pu mobiliser des fonds énormes, mais qui ont directement bénéficié aux populations au travers de l'augmentation de leur capacité de production. Voilà. Et c'est des choses qui peuvent se faire. La grosse difficulté dans notre pays, c'est que vous avez des fois des ministres qui ne parlent pas aux compatriotes, alors qu'il est ministre pour représenter l'ensemble des compatriotes. Et vous êtes une organisation de la société civile, vous êtes dans un domaine sectoriel, mais si vous avez des ministres qui arrivent, mais qui ne vous rencontrent même pas, qui n'essayent même pas de savoir comment vous pouvez être complémentaires aux missions régaliennes de leur département. Alors que c'est souvent nous qui disons, attention, il y a eu une pollution à tel endroit. Attention, il y a une exploitation illicite à tel autre endroit. Et donc, je pense humblement que le président de la République, Premier ministre, président de la République, chef de l'État, devrait insister non seulement sur l'inclusion, mais sur la capacité à échanger avec les sectoriels, toutes tendances confondues. Alors, les évaluations montrent une faible appropriation des contributions déterminées au niveau national, par les acteurs locaux bien sûr. Comment rendre la politique climatique gabonaise compréhensible, inclusive et opérationnelle sur le terrain? Alors, la difficulté qu'il y a eu, c'est qu'au Gabon, il y a eu un bel outil qui a été mis en place, c'est le Conseil national climat. Mais le Conseil national climat a voulu tout faire, alors qu'elle était dans une mission de conception. Elle aurait dû laisser l'appropriation des résultats de la CDN que vous êtes en train d'évoquer, la contribution nationale déterminée, qui est la Bible en réalité climatique de chaque pays, qui montre les efforts de chaque État dans l'amélioration au niveau environnemental. Et ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il n'y a pas lieu de faire. Au lieu que le Conseil national climat sous-traite avec les ONG, elles ont voulu tout faire et du coup, elles ont gardé cette initiative au niveau régalien. Donc, elle n'est pas descendue au tréfonds des populations. Ce qui n'est pas le cas de certains pays d'Afrique de l'Est qui sont avec nous aussi au niveau de la CEAC, sans vouloir les citer, au Rwanda par exemple. Et donc, il y a nécessité vraiment d'une forte collaboration et d'une forte prise en compte. Les rares exemples que nous voyons, c'est sur la mangrove. Mais en réalité, ce qu'on ne vous dit pas, c'est parce que derrière la mangrove se cache la captation du carbone et donc un intérêt financier d'abord, alors que ça aurait dû être partout. Vous voyez que le ministère de l'Environnement aurait par exemple aujourd'hui le souci d'avoir des ONG autour de la décharge de Mindoubé pour demander aux gens de ne pas vivre à l'intérieur de cette décharge. Voilà. Même si par le passé, les financements donnés aux ONG étaient très faibles. Mais tout est une question de volonté politique et tout est une question de vision. Voilà. Alors, nous allons aborder, nous arrivons presque au terme de notre émission, mais nous souhaitons quand même aborder la question liée au futur Conseil économique, social, environnemental et culturel qui ouvrira le septennat.
Quel rôle concret cette institution pourrait-elle jouer pour éclairer les décisions économiques et environnementales de l'exécutif dès le renouvellement de ses membres? Mais d'abord, le Conseil économique et social a d'abord des missions constitutionnelles que lui confère la Constitution. Les missions de saisine et donc du gouvernement vers le Conseil et les missions d'autosaisine. Donc du Conseil vers le gouvernement et du Conseil vers les secteurs, notamment le secteur économique, social, environnemental et culturel. Ensuite, le Conseil émet des avis. Mais ce n'est pas parce que c'est un avis que cet avis ne doit pas être pris en compte. En réalité, tout dépend du leadership de ceux ou celles qui seront ou qui sont appelés à diriger. Mais le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui se mettra en place est une belle machine d'évaluation des politiques publiques. Et je pense qu'avec la nouvelle forme politique de notre pays, en régime présidentiel, il y a une proximité permanente entre le Conseil économique et social et le président de la République qui joue le rôle de Premier ministre. Et donc, il suffirait simplement je l'ai dit à l'entame de mon propos, de s'approprier les lettres, les feuilles de route de chaque département ministériel, faire travailler les conseillers à l'intérieur de l'Assemblée du Conseil, donner les avis et mettre des groupes de travail en expertise pour suivre les politiques publiques. Et donc, mais aussi avoir un programme de communication permanente. Les populations ont besoin de savoir quelles sont les missions que mène cette institution qui est l'institution la plus vieille que le président Léon Mbar avait pris en compte dès 1964 en se déplaçant déjà même dans ses missions avec les membres du Conseil économique et social. De l'autre côté, j'invite les Gabonais et même les chercheurs, les étudiants, à venir lire les rendus et à venir participer aux travaux. Les travaux du Conseil économique sont ouverts. Donc, vous, les médias, vous pouvez venir voir, vous pouvez venir assister. Vous n'avez peut-être pas droit à la parole, mais vous pouvez prendre des notes et en faire des émissions, des débats. Donc, nous rendons des avis assez équilibrés qui donnent une trajectoire, une lisibilité au chef de l'État. Vous savez, il y a eu un Premier ministre qui a été président du Conseil économique, sans le citer, mais en arrivant là, comme président du Conseil, son premier regret, c'est de n'avoir jamais eu le temps de lire les avis qui étaient envoyés. Et il s'est rendu compte que c'était une masse d'informations importantes et analysées. Vous avez des experts qui arrivent des horizons divers. Et là, les débats se choquent et s'entrechoquent. Et en ressort de là un produit fini. Et donc, un ministre qui veut avancer dans son département ministériel et qui est embêté sur un sujet, mais peut saisir le président du Conseil pour dire je veux prendre ce texte de loi, ce qui est déjà une obligation dans une gouvernance assez cadrée. On vous demanderait de demander d'abord l'avis du Conseil économique et social au moment où vous prenez votre texte. Nous donnons notre avis et ensuite cet avis va. Donc, pour la Ve République, nous aurons vraiment besoin d'avoir une collaboration, comme une stratégie de Lewis, donc du gel, qui permet de tourner entre les trois institutions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat
et le Conseil économique et social. Une haute personnalité de ce pays me disait toujours, vous savez fils, ce qui ne va pas, la difficulté que nous avons, c'est que beaucoup oublient qu'il y a séparation de pouvoir, mais il n'y a pas cloisonnement. Et donc, si les gens se parlent, si un ministre d'un département échange en permanence avec une commission de l'Assemblée nationale, ça peut être forêt, ça peut être budget, ça peut être environnement, ça peut être mine, mais quand ce ministre passe à l'Assemblée, pourquoi alors son texte peut être rejeté, ou pourquoi alors la sollicitation qu'il présente peut être rejetée? Non, c'est pour ça qu'il y a nécessité de se parler en permanence, d'harmoniser en permanence, et quand les dossiers sont présentés, nous nous rendons compte que les dossiers sont aboutis. Alors, monsieur le vice-président, peut-être, est-ce que vous pensez qu'il faudrait par exemple rendre contraignant les avis certains avis du CS en collaboration par exemple avec le chef de l'État? Malheureusement, c'est un peu le regret du dialogue national inclusif qui était souverain. Et il aurait été mieux. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, nous avons mené de réflexions. Nous avons eu une retraite à Mandji, justement pour consolider le document qui allait nous permettre d'avoir un fil conducteur pour ceux qui auraient dû être retenus au dialogue. Et j'en avais été retenu, ainsi que d'autres. On avait pensé comme vous, mais cela n'a pas été fait. Mais je pense que le président de la République, le Premier ministre, le président de la République, en sa qualité de Premier ministre, et dans le cadre de ces échanges institutionnels, peut demander que le dernier avis du Parlement soit annexé au rapport l'avis du Conseil économique et social. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Conseil économique et social doit se donner des outils d'appropriation par la grande masse une fois qu'un avis est adopté. Même si ces avis sont adressés au Premier ministre, donc au Président de la République en tant que Premier ministre, aux deux chambres du Parlement. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt que les travaux du Conseil économique et social n'étant pas fermés, sont ouverts. Les médias peuvent être un des premiers alliés à rendre plus lisible et visible la qualité du rendu de cette institution qui est pour moi une institution de veille pour le président de la République, chef de l'État. Alors, M. Nikazi Moulombi, nous arrivons au terme de notre émission. Si vous avez peut-être un message à adresser aux décideurs, aux opérateurs économiques et aux citoyens gabonais. Écoutez, puisque nous arrivons à la fin de notre mandat et que vous m'avez présenté en tant que deuxième vice-président du Conseil économique et social environnemental, c'est pour dire que c'est la plus vieille institution. C'est une institution importante qui peut permettre d'améliorer la gouvernance de notre pays, qui peut permettre d'améliorer la lisibilité et la visibilité d'évaluation des politiques publiques dans notre pays. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que comme le dit certaines presses déjà, que notre futur conseil ne soit là un réceptacle des échoués aux élections les élections législatives ou locales, ou que ce soit un réceptacle de personnes qui ont simplement besoin de satisfaire une seule dimension de Maslow, la satisfaction de besoin de se nourrir. Non. Il faut venir
pour les ONG qui viendront, pour la société civile, elles doivent comprendre qu'en étant au Conseil économique et social, on n'est plus activiste. C'est une reconnaissance républicaine. Ça voudrait dire que la République reconnaît votre travail, votre capacité à être dans cette institution. Même si vous avez, même en arrivant par élection, mais c'est parce qu'il y a eu des critères qui ont été mis en place et des critères qui ont été salués par plusieurs personnes pour ceux qui sont allés aux élections. Et donc, une fois que nous sommes au Conseil économique et social, on doit avoir la posture républicaine. On n'a plus à se morfondre dans les réseaux sociaux, dans les médias, alors que vous avez une plateforme où tous les problèmes peuvent être posés. Et donc, c'est valable pour les ONG, c'est valable pour les syndicats. Et je pense aussi que ce qui fera la force du futur Conseil économique, social, environnemental, c'est de ramener, j'allais dire, l'accalmie sociale. Parce que ça rentre dans nos missions. Mais c'est pour ça que nous avons des syndicats, des employeurs. C'est pour ça que nous avons des syndicats du patronat. Et donc, il est temps que le Conseil économique, social et environnemental prenne les choses en main, examine les cahiers des charges de requête ou de récrimination de ces organisations, soumette un avis au gouvernement et arrive à obtenir des accalmies qui peuvent passer aussi par des élections sur la représentativité et in fine avoir ce dialogue social qui permet, dans le lancement de cette 5e République, éviter d'avoir des grèves non productives alors que nous avons perdu énormément du temps. Il y a des pays dans le monde où le droit de grève existe, mais la grève s'est faite avec le bandeau. Les gens travaillent et les patrons savent que tant que le bandeau n'est pas enlevé, il y a des problèmes et on peut les régler. Et je crois que, je ne cesserai de le dire, ce fut une belle expérience et c'est surtout avec beaucoup de joie que nous avons pu travailler avec une grande dame qui a su mener en quelques mois sa barque à bon port. Et je voudrais vraiment lui rendre un hommage mérité parce que ce qui a été fait aussi avec ma modeste matière grise, au même titre que les autres collègues. Et nous sommes fiers d'avoir contribué à ce rayonnement qui donne aujourd'hui une envie inouïe à beaucoup qui ne croyaient plus à cette institution ou qui demandaient même la disparition de cette institution lors du dialogue national inclusif. Mais c'est l'institution de tous les Gabonais et tous les Gabonais ont le droit de venir apporter leur pierre à l'édifice, mais surtout que nous évitons de recevoir dans cette institution des personnalités essuie-glace. C'est-à-dire, je vais en politique, je tombe en politique, je me rappelle qu'il y a un conseil économique et social et je viens. Non, nous devons arrêter avec la politique d'essuie-glace. Il faut aussi faire de la promotion des personnalités qui sont dans la cohérence, qui aiment la cohérence. Il ne faut pas commencer d'abord par injurier pour être appelé à responsabilité. On peut aussi être appelé en responsabilité sans injurier. Et donc, nous demandons simplement au président de la République, Premier ministre, chef de l'État, d'avoir un discernement plus que hautement élevé pour nous sortir des personnalités qui pourront l'accompagner dans ce challenge où les besoins sont énormes, mais que beaucoup ne voient pas les efforts qu'il faut d'abord établir.
Et comme je le disais, par exemple, en matière de mobilisation de ressources, quand vous voulez faire quelque chose, vous faites un plan. Une fois que vous avez fini de faire le plan, vous devez le présenter au banquier. Le banquier doit l'analyser. Avant de l'analyser, on veut s'assurer, est-ce que les travailleurs qui seront là sont bons? Mais ça prend du temps, 2 fois 2 ans, 2 fois 3 ans. Et donc, tout modestement, nous devons saluer le travail qui a été fait pendant la transition. Beaucoup reste à faire. Il y a eu des provinces qui, malheureusement, n'ont pas su tirer profit de cette transition en inauguration, comme la mienne, Mouila. Bon, c'est aussi une question d'homme. Je crois que nous pouvons être fiers d'avoir réussi cette transition et que la Ve République, c'est, j'allais dire, c'est des maçons qui se relaient au chantier et que d'autres viennent avec des bonnes intentions. Ça va être difficile, c'est normal. Mais si chaque Gabonais prend conscience que nous n'allons plus avoir des détournements et que nous allons avoir une justice assez forte et qui sanctionne, le pays peut faire un bond qualitatif et quantitatif et être envieux des autres. Je vous remercie. Monsieur le vice-président, merci d'avoir été notre invité sur Gabon Media Time et nous espérons vous avoir dans un prochain numéro. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie et je salue encore à nouveau tout le travail excellent et j'invite vraiment les autorités de notre pays à mettre en place un modèle économique pour le financement de la presse privée pour éviter ce que nous avons constaté ces derniers temps, pour lequel nous ne voulons plus revenir avec regret. Et je pense que si nous avons un plan de financement de la presse privée, on éviterait certaines récupérations aussi par certains médias, par certains hommes politiques. Merci.